Bonjour, je m'appelle Eldana Chouapi et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui dans le cadre de ma communication suivante, innover en temps de crise d'une diversité de modes d'action entre acteurs privés et publics dans la gestion de la crise de la Covid-19. On le sait tous, la pandémie de la Covid-19 a plongé l'humanité entière en peu de temps dans une série de crises de formes multiples touchant à la fois la santé et les conditions socio-économiques. Or, les acteurs traditionnels, censés agir pour faire face à ce genre de crise, se sont trouvés, nous l'avons vu, désemparés, mal équipés pour faire face seuls à l'ampleur de la crise. On peut même rappeler des phénomènes comme le vol des masques français aux États-Unis ou les masques italiens en République tchèque, et surtout la paralysie de l'OMS suite au boycott par les États-Unis, un de ses principaux financeurs. Donc cette pandémie, elle sert de projecteur pour dévoiler au grand jour l'impuissance et donc les insuffisances de nos systèmes de management traditionnels pour protéger la santé humaine, lutter contre les inégalités et aussi, de façon plus générale, susciter de l'espoir. Toutefois, face à cette insuffisance des pouvoirs publics, mal équipés donc pour gérer l'ampleur de la crise, des actions se multiplient à d'autres niveaux. On voit en effet une pluralité d'acteurs qui agissent à titre individuel ou collectif, des acteurs privés ou des acteurs publics, et qui prennent en charge plusieurs domaines, à la fois en ce qui concerne l'accès aux soins, mais pas seulement la gestion du télétravail, l'enseignement à distance et l'organisation des solidarités dans toute autre forme. Cette situation est quand même inégale d'un pays à l'autre et il y a certains pays qui connaissent un relatif succès dans la gestion de la première pandémie, justement, de la première vague de la pandémie. Je m'intéresse à ces pays, notamment à la Corée du Sud, Taïwan, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, la Chine. Alors, les questions que je me pose ici et que je vais partager avec vous, ce sont les suivantes. Quelles sont les pratiques nouvelles de gestion de la pandémie dans ces pays et dans quelle mesure peut-on les qualifier d'innovation sociale qui nous permettent donc de réfléchir au renouvellement nécessaire du management de crise et même du management post-pandémie. Je vais tout d'abord vous donner en fait les critères de l'innovation sociale que j'ai retenus moi dans le cadre de cette étude et que j'ai appliqués donc aux actions du terrain, pour ensuite partager avec vous des résultats de l'étude empirique. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails de ces questions, mais je serai ravie d'y revenir au moment de la discussion. Donc, au niveau de la philosophie de l'innovation sociale, on le sait tous, qu'il n'y a pas de définition commune, qu'il s'agit certes d'un processus créatif mettant en place une nouvelle idée, et on a surtout ce critère important en fait de transformation des relations de pouvoir, de la transformation sociale. Donc, c'est à travers les critères en fait que je précise un petit peu plus justement l'approche que je retiens ici. Donc, je m'inspire de ces critères de la littérature et notamment de plusieurs auteurs travaillant ici dans le laboratoire de crise à l'UQAM. Dans le cadre de l'innovation sociale, il faut que les réponses soient nouvelles et qu'elles répondent donc à des besoins sociétaux non remplis. Il y a cette idée que ces actions doivent être en rupture critique avec les structures existantes et qu'elles doivent consister en de véritables identités projets. Ensuite, il faut que dans le cadre donc, de cette innovation sociale, qu'on remarque de nouvelles formes de gouvernance. Donc, il s'agit d'un aspect concernant les acteurs. Donc, il faut qu'il y ait une coopération pluriacteurs. Il s'agit des acteurs économiques, sociaux, culturels, publics, privés, et qui travaillent sur divers enjeux. Donc, c'est ce qui est entendu par une coopération multidimensionnelle. On verra justement dans le cadre de la gestion du terrain, des actions sur le terrain. Un troisième critère important, c'est la dimension inclusive. Donc, il faut que les actions, elles aient une visée inclusive par rapport aux personnes les plus vulnérables. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des actions spécifiques qui les visent. Et en dernier lieu, il faut que ces actions donnent lieu à des modèles de développement à la fois au niveau spatial et au niveau temporel. Et donc, il faut qu'elles consistent en des transformations sociales. En ce qui concerne mon étude du terrain, je vais vous parler tout d'abord
de quelques caractéristiques communes en fait que j'ai pu voir au niveau du type d'acteur et au niveau du niveau d'action. Ici, au niveau des acteurs, donc j'ai fait une erreur ici, donc si vous pouvez juste supprimer la partie où je commence par la sélection des cas. Je reprends, désolée. Donc, tout d'abord, en fait, je mets en exergue une classification des actions sur le terrain au niveau des types d'acteurs et du niveau d'action. Alors, en ce qui concerne la Chine, l'initiative donc, pour gérer les crises multiples provient du secteur privé. Ça peut paraître surprenant pour la Chine, je peux y revenir au moment des échanges, mais c'est le cas. À Wuhan, tout au départ, en fait, les actions ont lieu au niveau local, et puis ensuite, elles vont être exportées au niveau national, voire international. Dans le cas de la Corée du Sud et du Taïwan, l'initiative de gérer donc, les crises multiples de la pandémie provient du secteur public, qui invite le secteur privé pour gérer ensemble. C'est pensé donc au niveau national, puis après on aura une gestion locale et nationale. À l'inverse, en Allemagne, c'est le secteur privé, société civile et entreprises allemandes, qui vont proposer au gouvernement allemand d'organiser un hackathon pour réfléchir ensemble à la gestion de crise. Donc, c'est pensé au niveau national, puis après, c'est comme dans le cas précédent, c'est appliqué au niveau local et inspire également le niveau international. Alors, en Chine, comme je vous disais précédemment, c'est le secteur privé qui va intervenir surtout, sachant que derrière les entreprises privées, on peut très bien retrouver des acteurs publics. Mais ce qu'on voit, c'est que la communauté des entreprises finance 65% de la philanthropie nationale en Chine. Alors, on va avoir plusieurs initiatives de nature très différentes, comme des réseaux bénévoles qui sont de moindre, on va dire de moindre envergure, ou carrément des organisations traditionnelles philanthropiques très connues en Chine qui vont venir à Wuhan pour aider sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs initiatives, en particulier dans celle-ci Alibaba et le Wuhan 2020, on va carrément penser en fait la collaboration internationale avec 400 cliniques en ligne ici et plus de 3000 développeurs et autres bénévoles dans le monde dans ce cas-là. Pour le Taïwan et la Corée du Sud, comme je vous disais, le gouvernement il invite assez rapidement le secteur privé pour les aider pour gérer les crises sur le terrain. Il y a 3 axes d'intervention. Tout d'abord, on augmente le volume de fabrication des produits de santé. Là, c'est un système gagnant-gagnant. Le gouvernement peut gérer le secteur de santé et les acteurs privés peuvent continuer à développer leur activité. Deuxième axe, on essaie de centraliser en fait et généraliser l'accès aux produits de santé. Donc là, on vise aussi également les personnes vulnérables. Et donc le but ici, c'est que tous ces acteurs vont faire en sorte à optimiser la distribution de tout produit santé sur tout le territoire. Donc, ce programme-là se coordonne notamment avec des kits de sécurité alimentaire, hygiène personnelle et suivi psychologique sur le terrain. Et le but, en fait, c'est de voir au maximum comment on gère le stock des masques, le stock des autres produits de santé, et notamment comment on vient en aide aux personnes les plus vulnérables. En Allemagne, donc, c'est le secteur privé qui invite le secteur public pour se réunir ensemble dans le cadre d'un hackathon. Cet hackathon, il est organisé, c'est assez exemplaire parce que c'est organisé en 4 jours au lieu de 3 mois et il y a plus de 26 000 participants. On va arriver avec un grand nombre de formulations de problèmes qui vont être regroupés en 40 défis. Et donc, le but, c'est que les équipes mises en place ont 48 heures pour proposer en fait des solutions pour la gestion de crise. On a 20 projets lauréats et ce qu'on voit véritablement, c'est que on donne suite justement à ces projets lauréats pour les mettre en place. Ça donne l'idée ensuite à l'Union européenne pour faire de même avec un hackathon contre la Covid. Alors, si on doit examiner, là aussi je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je serais ravie d'en discuter avec vous après, c'est que la plupart des critères
d'innovation sociale sont présents en fait dans ces actions du terrain. La situation est exemplaire, donc forcément on a des besoins nouveaux et que les réponses elles sont de fait aussi nouvelles, avec, comme je vous ai dit, une forme de gouvernance multiple, plusieurs acteurs sur le terrain, qui gèrent à la fois la crise sanitaire et socio-économique, en faisant attention à prendre en considération les plus faibles, les plus vulnérables. C'est la transformation, en fait, le critère de la transformation ici, qui doit être réexaminé a posteriori, puisqu'au niveau temporel, il faut voir dans le temps si ça a donné lieu, en fait, à des modèles de développement et donc de transformation au niveau sociétal. Pour terminer cette communication, j'aimerais peut-être plus insister sur des aspects positifs. J'ai vu qu'il y a une autre communication aussi dans l'atelier qui voit un peu les choses de la même façon. C'est que les crises sont vraiment des opportunités justement de créativité, d'innovation, de pulsion de vie. Donc, elles nous permettent aussi donc, de décentrer notre regard et de regarder donc, les crises comme une opportunité. L'innovation sociale, ça me paraît justement le cadre qui pourrait émerger comme un cadre durable en fait dans le management des crises, puisque ici on est au plus proche des besoins des usagers, on mobilise d'une façon assez spectaculaire des ressources des acteurs pluriels de façon inclusive au service de mêmes projets. Et en fait, l'ensemble de ces actions peuvent faire en sorte à ce que les liens sociaux soient plus solides. Là où ils n'existent pas, ils en émergent. Et donc, c'est en ça que ce cadre d'innovation sociale et donc ces actions que moi j'ai pu observer, que je continue à observer, euh, ça peut tout simplement nous aider un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie de discuter avec vous de tout ceci dans le cadre de notre atelier.